On a ouvert avec Aki Moural, qui est membre du collège de l'ARCEP. Et du coup, on va clôturer cette journée avec quelqu'un de la CNIL. Vous voyez, on fait comme ça, on fait l'ARCEP en ouverture, la CNIL en fermeture. Donc sur scène, j'appelle Michel Combeau, qui est directeur des technologies et de l'innovation de la CNIL, et Lucien Castex, conseiller du directeur général de l'AFNIC, qui va animer cet échange. Vous voulez des sièges ? Je suis très fort pour amener les sièges. Si vous voulez des sièges, je suis... Vous voulez des sièges ? Pas de siège. Moi je reste sur le côté. Pas mettre au milieu. Bonjour tout le monde en tout cas. Enfin bonsoir plutôt. Alors merci beaucoup Michel. Effectivement, on a décidé de clôturer par des questions extrêmement compliquées qu'on a préparées avec la CNIL pour cette fin de journée. Pour cette fin de journée, on a parlé aujourd'hui d'intelligence artificielle, on a parlé de post-quantique, on a parlé d'éthique. Et c'est l'occasion justement ce soir, juste avant le cocktail de clôture, donc c'est un moment particulièrement privilégié, de poser quelques questions à la CNIL. Alors la première question qui me venait sur ce sujet, c'est d'interroger la CNIL, Michel, sur la manière dont vous voyez l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez ce règlement IA qui a été discuté et comment vous voyez plus largement les questions d'intelligence artificielle de la fenêtre de la CNIL ? Alors, merci, c'est effectivement toujours une question qui nous est beaucoup posée en ce moment à la CNIL et pas depuis hier, depuis effectivement pas mal d'années. L'enjeu, c'est que pour nous, finalement, l'IA aurait pu être considérée comme une technologie parmi d'autres. C'est vrai que la CNIL, pour faire un peu d'histoire, c'est né il y a presque 48 ans. La CNIL a fêté ses 48 ans le 6 janvier prochain. Elle a accompagné les disquettes, elle a accompagné Internet, elle a accompagné les smartphones. Et maintenant, elle tente d'accompagner l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est que c'est une technologie qui va très vite. Et c'est vrai que l'IA, c'est pas nouveau. Moi, j'ai fait un stage dans mes jeunes années sur des réseaux neuronaux en matière d'apprentissage pour la reconnaissance vocale. Mais c'est vrai que l'IA générative, quand ChatGPT est arrivé, a complètement bouleversé, et notamment bouleversé l'enjeu du point de vue des données personnelles. Donc c'est vrai que l'IA nous force en tant que régulateur des données personnelles à nous réorganiser, à repenser la régulation. On a créé il y a 2 ans maintenant un service dédié à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une nouveauté parce que c'est vrai que la CNIL n'a pas forcément une approche par techno, elle a souvent une approche par secteur, la banque, le commerce, les services publics, mais c'est vrai que c'est la première fois où on a le sentiment qu'il nous fallait un peu revisiter à 360 la manière de travailler. Et c'est vrai que je dirais que c'est vraiment l'impact principal pour nous, pour nos homologues européens, pour les entreprises, pour les citoyens, si finalement ça nous amène à repenser beaucoup de choses. Je dirais, nos règles sont-elles adaptées à ce qu'est l'IA ? L'IA va très vite, il faut qu'on arrive en tout cas à comprendre ce que c'est, à la fois accompagner cette innovation, en comprendre les limites, les avantages, et c'est aussi la manière dont nous, effectivement, on essaye de faire, humilité aussi, parce qu'on ne comprend pas tout, mais par contre, de travailler avec les écosystèmes. Donc ce qui était effectivement déjà dans les rails et parmi l'ADN de la CNIL, de travailler avec l'ensemble des acteurs sur la prise en compte de ces nouvelles technologies, la manière dont on pouvait effectivement concilier droit des personnes, droit des citoyens à préserver leur vie privée sur Internet dans le monde numérique, mais aussi l'innovation, parce que l'enjeu aussi c'est de ne pas freiner l'innovation, mais que l'innovation finalement prenne en compte ces droits au moment où elle est créée. Et bien l'IA nous a amené effectivement à repenser tout ça. Et l'IA Act effectivement arrive prochainement, un jour peut-être, parce que c'est vrai que là pour le coup, pour vous dire quand ce sera mis en œuvre, c'est un peu le devin. On essaie de comprendre comment ce texte va marcher. Au niveau européen aussi, c'est une grande discussion. Mais finalement, l'IA Act pour nous va venir un peu compléter notre arsenal sur des enjeux typiquement biais, discrimination, contrôle humain, où typiquement le RGPD n'est pas forcément complet. Donc, et souvent on parle, je dirais, de bac à sable. C'était un peu le mot à la mode là, il y a quelques temps. La CNIL fait des bacs à sable. L'ARCEP il y a quelques années, et on fait toujours par exemple sur les fréquences. Mais j'aimerais dire que maintenant, c'est pour ça que j'aime bien l'expression anglaise de sandbox. On n'est plus en train de faire des sandbox, en train de sandboxing. Enfin, on est en train finalement de faire un bac à sable géant sur la régulation, où on apprend en marchant avec l'ensemble des écosystèmes. Et ça, ce changement de dire on va forcément apprendre, on va éclaircir au fur et à mesure.
pour à la fois accompagner l'innovation, préserver ce qui est important. Ça, c'est effectivement la principale approche de la CNIL en ce moment sur l'IA. Et l'IA Act va pas y déroger parce que sciences de marché, c'est différent. La manière d'approcher les choses seront différentes. Mais l'enjeu, c'est d'apprendre, de rassurer aussi les gens, parce qu'on a beaucoup de questions sur mais l'IA, est-ce qu'il faut s'en méfier? Et c'est en apprenant avec tout le monde qu'on arrivera à aussi amener tout le monde à une vision commune sur ces sujets-là. Merci beaucoup Michel. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur la vision de la CNIL en matière de souveraineté des données? Bon, ça c'est pareil, hein, c'est les questions un peu... Oui, la souveraineté, c'est un sujet. Alors moi, c'est vrai que c'est un mot que j'aime pas tellement, parce que c'est effectivement des relents un peu parfois qui peuvent être subjectifs. Je dirais que les souverainetés, il faut plutôt le voir sur plusieurs angles. Il y a un angle, je dirais, très juridique sur l'accès, je dirais, non autorisé, en tout cas non souhaité plutôt, par des autorités, notamment extra-européennes. Ça, c'est plutôt le rôle de l'ANSSI avec la certification SecNum Cloud, et de savoir est-ce que les certifications que l'ANSSI fait sur des matériels, des services, doivent s'appliquer à telle ou telle entité. Ça, c'est un débat qui est plutôt de nature politique. Le gouvernement a tranché. Je dirais l'ensemble des services publics doivent en tout cas s'inscrire dans une démarche de SecNum Cloud. Ça, c'est un premier point. Mais c'est vrai que depuis effectivement le début de l'année et un peu ces évolutions au niveau géopolitique, il y a un deuxième angle ce sont l'angle des dépendances. Donc l'enjeu, c'est de me dire finalement, et pour avoir vécu ça dans une autre entité, quand un grand acteur rachète un acteur qui est dominant sur un marché, le jour où il change sa politique commerciale, ou si on n'a pas suffisamment d'alternatives, on paye le prix fort. Et donc l'enjeu aussi, c'est qu'au-delà de la souveraineté, l'enjeu, c'est vraiment l'enjeu des dépendances technologiques. Toute entreprise doit s'assurer que, y compris du point de vue de sa gestion personnelle, elle est capable de maîtriser les technologies qu'elle utilise. Et donc il y a un enjeu à la fois juridique, mais ça finalement c'est le gouvernement qui s'en occupe, et un enjeu des dépendances, là aussi pour s'assurer qu'à terme, ces données puissent être protégées. Si demain, vous n'avez pas d'autre solution que de payer 3 fois plus cher, ou que votre fournisseur en fait dit désolé, je ne maintiens plus cette version-là, vous vous retrouvez effectivement en insécurité, d'autant plus si vos données personnelles sont concernées. Et quand on parle de dépendance, c'est aussi de la manière dont vous traitez les données. Là, en ce moment, on a beaucoup de sujets autour des violations de données, avec un phénomène de la sous-traitance en cascade. J'utilise un logiciel d'une grande entité mondiale qui est sous-traité dans un pays très très loin. Et puis finalement, là-bas, je ne regarde pas vraiment comment les personnes accèdent à mon service en nuage. Et donc on le sent, c'est cette capacité à ne pas contrôler en fait, la manière dont vos services, les données personnelles dont on vous a confié effectivement la garde sont traitées. Ça, c'est un enjeu pour nous aussi qui rentre dans le chapeau global de la souveraineté. Donc on essaye, nous, de dépassionner le sujet, la CNIL, de dire il y a plusieurs sujets, plusieurs en tout cas directions. Et il faut travailler, l'enjeu nous en tout cas de sensibiliser les acteurs en fonction des thématiques à s'assurer qu'ils sont en contrôle des choses. Donc de bien choisir effectivement leurs fournisseurs et leur matériel et leurs services. Et à la fin, et de ne pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier, ça c'est effectivement important. Et par contre, effectivement, il y a des services qui sont performants et qui peuvent rendre, qui sont en tout cas, je dirais, bien déployés par tout le monde. Merci beaucoup. Alors, comme tu le sais, le FGI rassemble la communauté technique de l'Internet, des chercheurs, des représentants des gouvernements, du secteur privé ou de la société civile. On a pas mal discuté de projets de recherche, d'initiatives qui étaient menées dans les différents ateliers toute la journée. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots des travaux qui sont actuellement menés au sein du Labs, les différentes initiatives que vous avez au niveau de la CNIL? Qu'est-ce qu'il y a sur le feu? Alors, je pense que nous, on a effectivement on a la chance, c'est ce que je mesure tous les jours à la CNIL, d'avoir un laboratoire avec une capacité aussi de décortiquer, d'ouvrir tous les systèmes. Je pense que le premier enjeu, je ne vous apprends rien, l'IA pour nous est un sujet très important, à la fois parce qu'on le teste aussi en interne, et c'est vrai que ce n'est pas, comme toute entreprise, arriver à faire un modèle économique, même du point de vue de l'administration, c'est pas forcément simple, c'est-à-dire si je dois investir dans une capacité d'IA en interne, il faut qu'à un moment ça me rende un service amélioré ou que ça me permette effectivement de réinvestir ailleurs. Et donc ça, effectivement, on a plusieurs projets en interne, et c'est vrai que c'est pas forcément simple parce qu'on voit les coûts, je dirais le retour sur investissement, il n'est pas encore là. Par ailleurs aussi, comme je le disais, l'IA, on essaye d'apprendre avec les ensembles d'écosystèmes. Donc on a des projets, même des projets de recherche, notamment avec l'INRIA, sur les enjeux par exemple de sécurité des modèles d'IA. C'est-à-dire que si j'entraîne un modèle d'IA, est-ce qu'il va y avoir des données personnelles qui vont rester dans ce modèle? Si oui, comment arriver que
m'assurer que ces données-là, elles puissent rester dans le système et qu'elles ne ressortent pas, parce que si j'entraînais un modèle sur des données personnelles, la personne qui a confié ou qui a dit je ne m'oppose pas à ce que mes données soient utilisées, elle n'a peut-être pas forcément envie que ces données, en fait, elles restent de manière résiduelle. Donc là, on a un grand projet qu'on appelait Panam. Donc je pense que quand on l'expose en anglais, les gens ne comprennent pas, mais en tout cas, ça a été pour nous un point essentiel, puisqu'on le fait ça avec l'INRIA, on le fait avec l'ANSSI. L'enjeu, c'est de prouver par l'exemple comment on peut sécuriser ce genre de modèle d'IA. On n'avait pas forcément la réponse, que derrière, il y a des enjeux de réglementation, mais grâce à notre lab, on dit on va faire une démarche partenariale et impliquer aussi l'écosystème autour de ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment l'IA, et on a encore d'autres projets en cours. Et après, on essaye aussi, au-delà de ça, au sein du lab, d'identifier ce qui va arriver demain. Donc le quantique, effectivement, c'est un grand sujet. On a fait quelques articles, un peu de revues de recherche, notamment sur la partie cryptologie, notamment comment arriver à s'assurer que demain, si j'utilise ou si les cybercriminels utilisent des ordinateurs quantiques, comment arriver à ce que la cryptographie en tout cas reste en tout cas sûre et robuste. Voilà. Nous, on estime qu'il n'y a pas encore de maturité, et on le voit dans les violations de données actuelles. Les gens n'ont pas besoin d'utiliser des ordinateurs quantiques pour arriver à aller ouvrir des brèches et aller faire des données. Notamment, déjà, on galère un peu, excusez-moi du terme, pour convaincre les entreprises de faire de l'authentification multifacteur. C'est pas de la quantique, mais déjà ça, si les gens mettaient ça, ça ferait déjà une première protection robuste. Et les cybercriminels font beaucoup d'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils vont aller essayer de prendre les mots de passe authentifiants chez les usagers. Donc oui, le quantique peut-être, mais en tout cas, à ce stade-là, pour nous, la maturité n'est pas là. Par contre, le troisième champ qu'on étudie aujourd'hui, en ce moment, ce sont les neurotechnologies, les neurodonnées. On a publié plusieurs papiers à l'heure actuelle. Ce sera aussi l'objet, je pense, de gros travaux en 2026. On a le sentiment, un acteur en tout cas va ou a commercialisé une sorte de petit bracelet qui utilise en fait les signaux nerveux pour commander une application sur le téléphone. Bon, j'ai essayé de jouer à Tetris avec ça. Alors, j'ai jamais été bon en Tetris, mais là, j'étais pas forcément encore très bon. Mais on le voit en tout cas. On sent que demain, le champ potentiellement des neurosciences sera un champ important et avec des forts enjeux en tout cas pour la CNIL du point de vue des données personnelles. Donc là, c'est plutôt pour nous un sujet qui va arriver demain. Voilà 3 champs. Après, effectivement, on a bien entendu beaucoup de travaux sur le contrôle, notamment sur l'application mobile. Comment s'assurer d'arriver à voir de manière concrète ce qui se passe dans les applications et les données personnelles qui sont utilisées. Voilà un peu quelques champs. Puis on pourra aussi vous parler des données post-mortem. C'est assez intéressant, même si effectivement, c'est pas forcément un sujet de fin de journée. Alors, tu parles d'innovation, de prospective. Une dernière question très rapide. On parle beaucoup en ce moment, notamment à Bruxelles, d'omnibus. Et bien sûr, de l'application d'un tel omnibus au domaine de la technologie, avec une volonté de déréglementer, déréguler, ou en tous les cas, revoir le cadre de régulation. Simplifier, voilà. Alors, qu'en pense la CNIL ? Je pense que la CNIL, déjà, il y a 2 choses. La CNIL est une autorité indépendante, elle applique le cadre législatif. Donc finalement, elle est un neutre dans cet objectif-là. Elle peut donner un avis. C'est ce qu'on fait souvent au gouvernement dans le cadre des projets de loi, des dispositions qui vont toucher au domaine des données personnelles. C'est ce qu'on fera au niveau européen avec nos homologues au sein du Comité européen de protection des données. Parce que la Commission nous demandera un avis sur ce fameux omnibus. Je n'aime pas trop le terme parce que franchement, c'est effectivement une volonté législative assez forte de la Commission, en tout cas dans ce qu'on a vu, qui a fuité. Donc on donnera notre avis. Donc là, pour l'instant, vous dire ce qu'on dira, je pense qu'on va le réserver pour nos homologues. Ce qu'on peut voir par contre, ce qui ressort en tout cas de la Commission, c'est que ça va sûrement au-delà d'une volonté de simplification. Donc là, je pense qu'appelons un chat un chat. Il y a oui, effectivement, des enjeux de simplification. Il y a des enjeux aussi de remise sur finalement la table, d'un équilibre des droits entre ceux des entreprises et ceux des citoyens. Et ça, pour nous, ça doit amener un débat de nature politique, Parlement-Conseil, et en étant précis, effectivement, sur ce qui est mis sur la place. Donc, on se méfie un peu ça va être de la simplification. Non. En tout cas, dans ce qu'on a vu, oui, il y a sûrement des choses qui relèvent de la simplification, et nous, on est prêts à y participer, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple quand vous avez plusieurs législations d'arriver. Là, par exemple, on a fait des gros travaux sur le credit scoring, c'est-à-dire, en fait, l'analyse de la capacité d'endettement des personnes. Et donc,
On a à la fois la régulation bancaire, le RGPD et demain l'IARAC, trois régulations pour un même service. Effectivement, ce n'est pas forcément très simple. Donc oui, on peut simplifier sûrement pour faciliter déjà notre vie à nous, soyons égoïstes un peu, et aussi la vie des entreprises, tout en garantissant le droit des citoyens. Par contre, aller au-delà, effectivement, pour nous, c'est un débat de nature politique qui doit être fait de manière transparente avec des faits. Donc là, nous, en tout cas, ce qu'on souhaitera au sein du CPD, c'est de donner, via notre avis, le tenant et aboutissant de ce débat-là, qui ne va pas forcément être très simple. Alors, est-ce que c'était effectivement la priorité, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent et qu'en tout cas, on avait senti, nous, côté entreprise, le besoin d'avoir un peu une forme de... Attendons déjà de voir ce que l'on a avant de mettre en place des nouvelles lois. Finalement, on a un peu l'impression, c'est plutôt un avis personnel, que la Commission va remettre en fait, je dirais, une petite pièce dans la machine, et qu'on va repartir pour une forme un peu de non-visibilité et qui sera préjudiciable à la fois aux citoyens et aussi aux entreprises. Parce que demain, nous, à un moment, le réflexe, c'est de dire attendons que la poussière retombe avant d'éclaircir. Parce que les entreprises, à la fois, nous disent éclaircissez, prenez des positions, donnez-nous des lignes directrices sur la mise en œuvre de l'ensemble de ces textes numériques. Elles poussent à la fois la Commission en disant simplifions, dérégulons. La Commission dit chiche, allons-y. Donc moi, je ne peux pas à la fois essayer de donner une direction, alors que le cadre législatif, lui, risque de partir dans une direction dont on ne sait pas, effectivement, dont on ne connaît pas la vision d'atterrissage. Donc oui, effectivement, on va rentrer dans une zone de turbulence. Personnellement, je ne suis pas sûr que c'était nécessaire à ce que, en tout cas, qui était demandé par les entreprises, mais après, voilà, la Commission, en tout cas le Conseil et le Parlement seront souverains dans leur appréciation de ce qui a amené. Mais donc, nous, on donnera, oui, effectivement, notre avis avec nos homologues européens, et sûrement la CNIL, voilà, aura des choses à dire pour éclairer le débat, parce que pour nous, l'important, c'est que les décisions soient prises en transparence. Et c'est la transparence, effectivement, qui participe au débat citoyen éclairé et donc aux bonnes décisions. Merci beaucoup, Michel. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, le cocktail qui s'annonce à côté sera l'occasion de discuter plus avant. Je repasse tout de suite la parole à Nicolas. Merci Michel Combeau de la CNIL et Lucien Castex de l'AFNIC. Avant de boire un coup, je voulais remercier Olive Bachelet qui fait les photos aujourd'hui de l'événement et on pourra vous les faire passer. Merci beaucoup. Remercier aussi le lieu qui nous accueille, le campus Fonderie de l'Image et l'école multimédia. Et puis une dernière fois nos partenaires, donc l'AFNIC, la Fondation AFNIC et Réussir en .fr, l'ARCEP, l'Internet Society, Google, le CFA Numia, Collectif Z, la région Île-de-France, Renaissance Numérique et les universités Sorbonne Paris-Nord et Sorbonne Nouvelle. On avait juste un mot à vous dire avant sur les événements. On a parlé demain de la JCSA. Je ne sais pas si Pierre, tu veux venir dire un mot sur, ou Benoît, sur ce que vous allez faire demain, à la JCSA. Et puis après, si on peut dire un mot sur le NDD Camp et puis sur les prochains ateliers de l'avenir numérique qu'on organisera dans la Nièvre. Benoît, demain, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous êtes conviés à 9h du matin au campus cyber pour une matinée exceptionnelle où on va parler cryptographie post-quantique avec présentation dans l'ordre de l'ANSSI, du BSI aussi, l'homologue allemand. Ensuite, un tutoriel de l'AFNIC sur la PQC appliquée au DNS. Également une présentation sur la PQC appliquée au routage Internet. Et pour finir aussi une démonstration de la société Eviden sur les HSM, donc les machines qui permettent aussi de signer avec ces algorithmes post-quantiques. Donc venez tous et ça se clôture avec un petit cocktail déjeunatoire convivial. À demain, en ligne ou en présentiel. Sébastien. Merci Benoît. Merci Nicolas. Donc il y a un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu. Le premier, c'est NDD Camp à Rennes qui aura lieu le 21 novembre. Et si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous allez voir Benjamin. Il en sait beaucoup plus que moi, mais venez, ça va être super. Moins bien qu'à Strasbourg, bien sûr, mais quand même, ce sera super. Non, parce que c'est Benjamin qui organise à Strasbourg, ça c'est aussi pour ça. On vous a parlé des événements qui ont lieu à Varzy. Donc les ateliers de l'avenir numérique devraient avoir lieu autour du 17 avril, 16 au 18 vraisemblablement. On y travaille. L'idée, pour l'instant, sur laquelle nous travaillons, c'est protégeons l'ensemble des utilisateurs d'Internet.
Et donc, je ne parle pas des utilisateurs personnes physiques ou personnes morales, c'est l'ensemble des utilisateurs. Et donc, regardez ce qu'on peut faire autour de ça dans un petit village de 1300 habitants. Et puis, 2026, c'est une année importante pour l'Internet Society France, puisque ça va être ses 30 ans. Donc, suivez l'actualité. Je suis sûr qu'il va se passer plein de choses et que nous allons pouvoir nous retrouver à nouveau, non seulement à l'IGF l'année prochaine, mais aussi à d'autres événements pendant l'année pour fêter dignement ces 30 ans. Et pour finir, je voudrais que vous remerciez tous Nicolas Chagny. Sans lui, il n'y aurait pas d'IGF ces jours-ci. Merci. Merci Sébastien. Et dans quelques jours, on met en ligne sur igf-france.fr le replay. Et puis on vous donne rendez-vous en 2026 pour le forum sur la gouvernance de l'Internet France 2026 et les 30 ans de l'Internet Society France. C'est pas mes 30 ans, malheureusement. Voilà. Et je vous invite à boire un coup pour clôturer cet événement. Je vous remercie pour votre participation et je remercie tous ceux qui étaient en ligne.